Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ah, très bien. Du coup, je suis parmi vous pour vous présenter comment l'ANSSI nous conseille pour pouvoir sécuriser les conteneurs. On va commencer par des petites présentations. Donc moi, Yann Chépins, je suis tech lead chez OnePoint depuis 3 ans. J'ai à peu près 11 ans de carrière derrière moi. Je viens du monde du PHP. Ça fait souvent rire, mais bon, c'est comme ça. Et je suis arrivé assez rapidement dans l'industrialisation, surtout parce que j'avais la flemme de faire toujours la même chose. J'ai commencé par essayer d'automatiser les environnements de développement, donc avec du Vagrant sur Windows au début, pour ceux qui ont connu. Et puis on est passé sous Linux et je suis rentré dans Docker grâce à ça. Donc au début, voilà, autour des environnements de dev, des environnements de recettes. Et finalement, on a réussi à aller jusqu'en prod avec Docker. Docker, c'est quoi? C'est notre sujet du jour déjà. Alors, la définition telle quelle de Docker, c'est que c'est une plateforme ouverte pour le développement, le déploiement, l'exécution d'applications. Il permet d'embarquer, d'exécuter une application dans un environnement cloisonné appelé conteneur. Alors, ce n'est pas Docker qui a créé ça, hein, c'est bien plus vieux, mais c'est quand même grâce à lui qu'on retrouve à peu près aujourd'hui un peu partout. C'est vrai que ça a un petit peu révolutionné tout notre métier, on ne va pas se mentir. Donc voilà, mais je ne vais pas épiloguer sur le sujet de Docker, je pense que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, par contre, vous risquez d'être un petit peu perdu. 2-3 petits trucs à savoir avant qu'on commence. Ici, on va parler un petit peu de Docker Compose aussi. Alors, de Docker Compose, l'ancienne version, celle où il y avait encore le tiret, parce que vous savez, maintenant, ça a été rajouté avec Docker. Mais au final, c'est à peu près les mêmes principes, ça reste à peu près la même chose. Et la plupart des règles que je vais vous présenter sont aussi applicables avec des orchestrateurs. Gardez ça en tête, hein, ça peut être intéressant. Il y a des points que je n'aborderai pas. Je ne parlerai pas de comment fonctionne Docker, de comment fonctionne un réseau non plus, sinon c'est une université qu'il faudrait faire. Je ne vais pas parler de base de sécurité informatique, même si on va en toucher 2-3 petits mots. Et pourquoi est-ce qu'il faut sécuriser ces applications, ces infrastructures? Ça, c'est un autre sujet. Les risques et les impacts des différentes failles que je vais vous présenter et des éléments de configuration, ça serait beaucoup trop long. Et puis le sens profond de l'acronyme DICT, hein, pour ceux qui font un petit peu de sécu, disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. On y va? C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. On va mettre un peu de contexte quand même autour de tout ça. Donc ça, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé. Autour de la sécurisation de Docker, c'était une forge logicielle. Alors c'est une infrastructure de forge, hein, à peu près, on va dire, assez classique. Hein, on va retrouver de GitLab, Artifactory, du Nginx, du Sonar, etc. Sur 2 zones, une zone privée, une zone publique, du téléport. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cet outil, je vous conseille d'aller voir pour tous ceux qui font un petit peu d'administration de système, c'est assez intéressant. Et puis on a toute une zone où on a du Vault pour le stockage des secrets, du monitoring avec ELK et du Zabbix. Bon, il y a peut-être des choses à revoir sur cette infra, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, le client pour lequel on a mis ça en place était comme réfractaire aux nouvelles technologies. Donc tout ce qui est Kubernetes et tout ça, c'était pas question. Malgré tout, on a quand même réussi à déployer ça de la façon suivante. Donc en gros, on avait un outil qui était déployé sur une VM via un Docker Compose. Donc en gros, on a nos VM où il y a un Docker Compose qui fait tourner un seul outil. Ce n'est pas l'idéal, on n'est pas à l'état de l'art, mais on a réussi à mettre du Docker en place, et ça, c'était déjà pas mal vu le contexte. Donc, tous nos outils tournent sous Docker. C'est vraiment un élément qui est central dans notre infrastructure, et il est omniprésent, voire omnipotent dans certains cas. Et tout ça avec les droits root. Ok, il a accès à tout du coup. Donc il y a quand même de quoi se poser quelques petites questions. Alors la question se pose, pourquoi Docker ? Alors que, on sait très bien qu'un outil qui est partout sur l'infrastructure avec les droits root, ça peut être un peu chaud. Donc, on reste sur les raisons classiques, hein, facilité de déploiement, de mise à jour, standardisation des OS de base, portabilité des configurations, scalabilité, etc., etc. Surtout pour les runners GitLab, par exemple. Et puis, du coup, on galère moins pour automatiser tout ça. Donc, on connaît Docker. En tout cas, on pense savoir comment fonctionne Docker. Il est utilisé partout, sur nos infras, mais aussi dans le monde de l'IT. Donc on a quand même un niveau de confiance en l'outil qui est au top quand même. Hein. On ne se pose pas trop la question. Et nous, on s'est quand même posé cette question, comment être sûr que cette couche logicielle-là,
est-ce qu'elle est bien sécurisée, est-ce qu'elle est bien configurée? On connaît tous plus ou moins des bonnes pratiques autour de ça. Faites pas tourner les conteneurs en route, surtout les utilisateurs. Maintenant, il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions Docker rootless. Voilà, ça, à l'époque, ça n'existait pas. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin. Donc, dans nos recherches, on a découvert ça. Donc ça, c'est quoi? C'est un guide qui est fourni par l'ANSSI, qui est la recommandation de sécurité relative au déploiement de conteneurs Docker. Et en lisant ça, on s'est rendu compte que la configuration de base de Docker était quand même pas ouf. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller revoir un peu tout ça. Alors, on va revoir les différentes règles. On ne va pas les revoir dans l'ordre du document. On les a un peu réorganisées par catégorie et aussi par difficulté, parce qu'on va parler de limitation de ressources, de permission de file system, on va faire un passage rapide par la gestion des logs, un petit peu de réseau, et vous verrez à la fin, on va parler de trucs un petit peu étranges et un peu effrayants qui sont en rapport avec le kernel Linux. Je vous garde la surprise pour après. On va aller des trucs les plus simples et les plus évidents aux choses les plus complexes, voire inapplicables dans certains cas. Première chose à faire, on va essayer de limiter la consommation. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que pour éviter que nos conteneurs bouffent toutes nos ressources disponibles sur nos VM. Voilà. Et du coup, mettre nos différentes applications soit à l'arrêt, soit en mode dégradé. Donc on va commencer par ça, ce qui peut provoquer des problèmes de disponibilité. Vous vous rappelez du dict? Voilà, disponibilité, c'est le premier. On va commencer en douceur. La première règle, c'est qu'on va limiter l'utilisation de la mémoire haute pour chaque conteneur. La règle dit, chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation de la mémoire de l'hôte, soit avec l'option memory, soit avec une limite maximale d'utilisation de la mémoire swap de l'hôte, avec l'option memory swap. En sachant que généralement, par défaut, il n'y a pas de swap à louer. Donc ça, après, c'est à vous de jouer avec ça. En sachant que par défaut, un conteneur n'a pas de contrainte de ressources. Donc en gros, vous lancez votre conteneur, si vous ne posez pas de contrainte, si vous le poussez bien, il va faire tomber votre VM. VM, OS, bref, tout ce qui va avec. La deuxième règle, à peu près dans le même principe, c'est chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation du CPU de l'hôte avec l'option CPU, avec un S, ou avec les options CPU période, CPU quota. Alors pour ça, vous avez plusieurs manières de le faire. Si par exemple vous êtes en multicœur, vous pouvez très bien dire mon conteneur Docker va utiliser qu'un seul ou deux cœurs, mais vous pouvez aussi le définir par pourcentage. Nous, c'est ce qu'on a trouvé le plus simple, c'est dire voilà, mon conteneur Docker, il a le droit d'utiliser que 80% des ressources CPU de ma VM. Il y a plein de configurations possibles. Là, moi, j'en ai listé, il y en a 8 à peu près. Je pense qu'il y en a de nouvelles qui sont rajoutées, donc voilà. On va commencer avec les gros mots, avec la règle 9, les control groups. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les control groups, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de limiter, compter et isoler l'utilisation des ressources, au sens large, processeur, mémoire, utilisation de disque, en fonction de groupe. Ce qui fait que quand vous définissez un control group, vous pouvez très bien attacher un process à ce control group, ce qui permet de dire ce process, il est limité par ce truc-là. La règle dit chaque conteneur doit être démarré avec des control groups distincts de l'autre, et donc sans l'option cgroup parent. En gros, la règle dit ne touchez pas à ça. Vous le laissez tranquille, Docker il va gérer son truc, surtout si vous avez avant géré la mémoire et la RAM. Voilà, on ne mélange pas tout ça, on reste tranquille. L'objectif de cette première partie, ça va être d'éviter la surcharge du système. On va limiter la mémoire, on va limiter le CPU. Et en plus de ça, ça aide un peu en éco-conception aussi. Parce que pour faire cet exercice-là, il faut savoir quoi consomme notre outil. Amusez-vous à limiter un ELK, enfin un Elasticsearch en CPU RAM. On va reparler tout à l'heure, mais il y a des surprises au début. Des petits trucs bons à savoir, ce sont des configurations qui sont limitatives et non réservatives. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va limiter le conteneur. Par contre, ça ne va pas lui réserver un espace mémoire. Ce qui veut dire que si vous avez 3-4 conteneurs qui tournent sur votre VM et que vous les avez tous limités à 60%, s'ils partent tous, vous allez quand même cracher votre VM. Voilà, faites un petit peu vigilant avec ça. C'est un peu le même principe que l'over-provisioning sur les hyperviseurs, pour ceux qui connaissent un peu le principe. Sur Docker Compose, il y a un petit truc à savoir, c'est que il faut bien utiliser la version 2 si vous êtes en mode standalone.
Parce qu'en fait, la version 3, tout le paramétrage de limitation que vous allez avoir est adapté à Docker Swarm et ne va pas forcément fonctionner en mode standalone. Donc en standalone, utilisez la version 2. Vous pourrez le lire sur la doc de Docker Compose, les versions 2 et 3 ne se suivent pas. Ce sont des versions qui sont maintenues en parallèle. C'est contre-intuitif au possible, hein. Ça, je vous le dis. Mais moi, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. On passe à la suite. Accès file system et permissions. Alors ça, c'est un grand classique, hein. On connaît tous un peu les problématiques de sécurité autour des accès des file system et des permissions. Dans la majorité des cas, les conteneurs, ils ont le droit d'écrire sur le disque, soit via des volumes, soit directement dans le conteneur. Quand vous créez un fichier à l'intérieur de votre conteneur, vous écrivez sur le disque, il ne faut pas oublier ça. Et on va voir qu'il existe quelques petites stratégies qui permettent de limiter, voire supprimer directement les accès disques. La première règle dit « Chaque conteneur doit être démarré sans partager le système de fichiers sensible de l'autre ». Le système de fichiers racine, je pense qu'il n'y a aucun de vous qui a pensé à le faire, mais je préfère le répéter. Les périphériques, donc /dev, les processus, /proc, tout ce qui est virtuel en /6. Et par conséquent, l'option privilège ne doit pas être utilisée. Pour ceux qui font du Docker in Docker, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Donc voilà. Pour rappel, l'option privilège, elle donne toutes les capabilities au conteneur, dont un accès complet à tous les devices, chose qui à la base est bloquée. Donc voilà, quand vous mettez un privilège, vous lui ouvrez les portes en grand, quoi. La deuxième règle nous dit, si un conteneur doit être démarré avec un périphérique de l'autre, par exemple, on aurait plus ou moins besoin de ce privilège, celui-ci doit être ajouté au conteneur avec l'option device et les options complémentaires RWM spécifiques pour en limiter l'accès au strict minimum nécessaire. Si par exemple vous avez quand même besoin d'accéder à une zone une zone qui est normalement interdite, auquel vous pouvez accéder avec le mode privilège, essayez plutôt de cibler quelle partie de votre système vous voulez attaquer. C'est des choses qui peuvent arriver. Si typiquement, j'ai mon beau-frère qui est dans la recherche en informatique, qui travaille vraiment au niveau couche basse, ils ont besoin d'accéder à ça. Bah, du coup, ils utilisent cette mécanique-là pour éviter d'ouvrir malgré tout à Docker absolument tous les accès à tout le disque. Après, honnêtement, moi, dans mon travail de tous les jours, c'est un truc auquel je n'ai absolument pas besoin. Donc voilà, ça pourrait permettre de connecter vos casques USB à vos conteneurs. Après, je sais pas, vous pouvez essayer de faire des trucs avec. Petit truc que j'ai oublié de vous dire, vous avez normalement en haut à droite des petites pastilles pour dire un peu la complexité de la règle et son applicabilité. Là, on en arrive sur une beaucoup plus dure. Celle-ci, elle est vraiment hardcore. Chaque conteneur doit être démarré avec son système de fichiers racine ou root file system avec l'option en lecture seule avec l'option read only. En gros, vous interdisez à votre conteneur d'écrire sur le disque. Il ne peut rien écrire, même pas en interne. Il a vraiment impossibilité. Alors ça, c'est faisable si vous maîtrisez l'application que vous avez conteneurisée. Par contre, quand on a affaire à du GitLab qui a tendance à en foutre partout, autant vous dire que non, on ne l'a pas mis. C'est très compliqué. Donc ouais, c'est une très bonne règle, hein. Pour le coup, pour protéger votre disque, c'est vraiment l'idéal. Par contre, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple à mettre en œuvre. Si c'est pas possible, on peut très bien, alors la règle nous dit, un conteneur peut être démarré avec une limite maximale d'utilisation de l'espace disque de l'hôte pour son système de fichiers racine, root file system, en lecture ou en écriture avec l'option storage opt. Ça peut être une bonne alternative. Ça vous permet au moins d'éviter d'exploser votre système de fichiers. Au moins, vous posez une limite, ça peut être intéressant. Si c'est vraiment trop compliqué de limiter les permissions, ça veut dire que read-only, ce n'est pas possible, vous ne connaissez pas la taille de ce qu'il va y avoir besoin, enfin l'espace dont vous allez avoir besoin, vous ne pouvez pas poser de limitation. Ce que vous pouvez faire, je ne vais pas vous lire la règle, elle est un petit peu longue, c'est que le répertoire var lib docker, vous le foutez sur une autre partition. Mettez-le sur un autre disque. Vous n'aurez normalement pas trop de pertes en termes de performance, voire pas du tout, et vous protégez votre système de fichiers de votre OS. Ça peut être une bonne alternative. Et en plus de ça, ça vous permet, si vous avez des disques qui ont des tailles que vous pouvez resizer, ça peut être intéressant.
Donc voilà, monter le répertoire Docker dans une partition à part entière. La règle 13 nous dit « Les répertoires contenant des données non persistantes ou temporaires doivent être montés à l'aide d'un montage bind tempfs avec l'option mount type tempfs et les options tempfs, tempfs size, mode, etc. » Ça, en fait, ce que vous allez faire, pour ceux qui ne connaissent pas le tempfs, en fait, c'est qu'on va réserver un petit bout de la mémoire RAM qui va se comporter en fait comme un système de fichiers. Ça, c'est l'idéal pour des répertoires de cache. Ça veut dire que vous allez pouvoir immédiatement, en fait, votre cache, au lieu d'écrire, enfin, il va croire qu'il va écrire sur le système de fichiers, en fait, il va écrire dans la RAM. Donc, même d'un point de vue performance, c'est une très très bonne idée. Par contre, il faut bien dimensionner votre RAM. Sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises aussi. Voilà. Et puis là, vous n'écrivez pas sur le disque. Alors ça, c'est la règle qu'on utilise un peu tous. Les répertoires contenant des données persistantes ou partagées avec l'autre ou avec d'autres conteneurs doivent être montés à l'aide de montage de type bind mount. Alors le bind mount, c'est quand on monte directement un répertoire de la VM dans le conteneur, soit via du volume, soit etc. En gros, là, ça explique qu'il faut utiliser des volumes. Il y a plein de façons de le faire, il y a plein de stratégies pour le faire. Par contre, petit point qui peut être intéressant, essayez de bien penser à mettre les points RO, si c'est du read-only, ou les deux points RW, si vous avez besoin de faire de la lecture-écriture. Dans certains cas, ça peut vous sauver la vie pour éviter de suppression malvenue de morceaux de disque. Donc voilà. Ça permet de se protéger de la surcharge et des écritures non désirées. La règle 15 nous dit si un conteneur doit partager des répertoires ou des fichiers sensibles avec l'autre ou un autre conteneur, il doit démarrer en restreignant ses accès au strict minimum nécessaire. C'est assez naturel. Comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas monter slash dans un conteneur, mais ça fait du bien de le rappeler. De bien faire attention. Si vous n'avez pas besoin de monter de trucs, montez pas. Ça ne sert à rien. L'objectif de tout ça, c'est qu'on va chercher à limiter au maximum les accès au file system de l'autre. On va l'isoler en interne, via du read-only par exemple, mais on va aussi l'isoler en externe, en montant dans du tempfs, en montant dans des volumes, des trucs comme ça. L'effet de bord positif avec tout ça, c'est que pour les répertoires de cache, on va écrire dans la RAM. Donc d'un point de vue perf, c'est aussi une bonne approche. On va parler un petit peu des logs. Parce que les logs, là, on vient de dire qu'on va essayer au maximum de limiter les écritures disques. Mais du coup, on fait quoi de nos logs ? Est-ce qu'on veut éviter que tous nos logs sortent sur la sortie standard de Docker ? Enfin, je vais reparler de GitLab parce que c'est un de mes meilleurs copains maintenant. Quand GitLab sort tout sur la sortie standard, enfin, les yeux, ça ne suffit pas pour lire. Il faut être à 4-5, voire plus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ces logs correctement ? Alors, on a deux petites règles à ce sujet. La première, c'est d'exporter les journaux directement avec Docker. Le service Docker, il peut être configuré pour collecter les journaux d'événements issus de l'application et les exporter vers un serveur centralisé via l'option log driver, en ligne de commande ou en fichier de configuration. Ça dépend comment vous lancez votre run. Donc voilà. Et les log drivers, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est issu de la documentation Docker. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez définir votre log driver, au lieu que ça sorte sur la sortie standard, ça peut directement l'envoyer, je ne sais pas moi, sur du Flandr, sur du Splunk. Ça peut le formater au format Guelph, pour tout ce qui est Guelph, c'est, je ne sais même plus, c'est du JSON, ou vers du syslog. De cette façon-là, vous avez déjà un premier mécanisme de collecte de log, et vous n'avez plus besoin d'écrire sur votre système de fichiers. En sachant que le mieux, évidemment, c'est de l'envoyer vers un système de collecte. Bon pattern d'architecture, on ne va pas débattre là-dessus. On pourra après si vous voulez. Mais voilà, envoyez vos logs ailleurs. Et si vous ne pouvez pas faire ça, parce que je ne sais pas, on va reprendre l'exemple de GitLab. Sonar est pareil. GitLab écrit dans des répertoires de toute façon. C'est très compliqué de renvoyer tout sur la sortie standard. Dans ce cas-là, c'est plutôt à l'intérieur du conteneur qu'on va essayer de configurer l'outil pour que lui ait la responsabilité d'envoyer ses logs ailleurs. Mais du coup, ça rend, entre guillemets, notre applicatif dépendant de notre infra et vice-versa. Donc c'est moins cool, mais on va laisser l'application gérer l'envoi des logs vers l'extérieur. L'objectif dans tout ça, c'est dehors les logs. De toute façon, on ne garde pas les logs sur une machine. Ça, c'est une règle de base. Une VM qui a ses propres logs dedans, si elle plante, vous êtes coincé parce qu'elle n'est pas là, donc vous ne pouvez pas les lire. Bref, de manière générale, les logs doivent être centralisés sur une autre machine, que ce soit pour des applications conteneurisées ou non.
On va parler un petit peu de réseau. Alors, un truc pas fun que j'ai découvert en lisant la doc de l'ANSSI, c'est que par défaut, le démon Docker met tous les conteneurs sur le même réseau. Ça veut dire que par défaut, tous vos conteneurs peuvent communiquer les uns avec les autres. Oui. Oui, oui. Donc là, il y a un problème. Et c'est à cause de ça. En gros, le service Docker doit être configuré pour démarrer un conteneur sans le connecter par défaut au réseau Bridge, qui est le réseau Docker 0, avec l'option Bridge None. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que votre conteneur Docker a accès à rien du tout, pour le coup, mais au moins, il ne pourrait pas aller embêter les autres. C'est un peu le truc caché auquel on ne s'attendait pas. Hein. Donc voilà. En sachant qu'avec Docker Compose, on est protégé de ça, dans le sens où Docker Compose vient monter un réseau à chaque fois pour chacun de ces fichiers. Donc voilà. Mais si vous faites du Docker pur, faites attention à ça. Alors, petite parenthèse, sur Cube, c'est pareil. Si vous n'avez pas configuré des restrictions, la conf par défaut Cube fait que tous les pods peuvent communiquer entre eux, tous les conteneurs. Donc voilà. La règle numéro 4 nous dit chaque conteneur doit être démarré sans partager l'interface réseau de l'hôte. En gros, l'option Network Host ne doit pas être utilisée. Ne vous amusez pas à faire ça. Gardez vos conteneurs dans les réseaux gérés par Docker et ne laissez pas accéder au réseau de votre machine. Je sais que des fois, c'est pratique, surtout pour faire des expositions, etc. Mais on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Autant quand vous testez sur votre machine, bon, au pire, vous cramez votre bécane, hein, mais sur de la prod, c'est un peu plus gênant quand même. La règle 5, alors en soi, elle n'est pas compliquée. Par contre, à mettre en œuvre, elle n'est pas simple. Si le conteneur doit exposer un port de l'interface réseau de l'hôte ou doit être connecté à un ou plusieurs autres conteneurs, un réseau dédié doit être créé pour chaque connexion. Ce qui veut dire que si vous avez archi classique, un front, un DB, un back, il faut un réseau par connexion. C'est très long à faire. C'est très très long à faire. Par contre, vous êtes sûr que les communications, voilà, c'est isolé, quoi. Un petit exemple, ça typiquement on a un Artifactory, un Nginx. On a fait deux réseaux, Artifactory Front où dedans il y a juste Nginx qui permet nous de venir attaquer Nginx par l'extérieur. Par contre, on a un petit réseau Artifactory interne qui permet à Nginx de communiquer avec Artifactory. Ce qui fait que par contre notre Artifactory n'est absolument pas exposé, que ce soit déjà pas de port de mappé, mais en plus même par le réseau on ne peut pas l'attaquer. Une bonne isolation comme ça. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est vraiment d'isoler. On va vraiment isoler les communications entre les conteneurs. On va éviter d'avoir des conteneurs qui peuvent aller se balader à peu près partout. Donc voilà. Et whitelister, au final, on revient à whitelister les connexions. Donc, regardez bien vos confs Docker. Alors faites gaffe, si vous voulez vous amuser sur votre poste à déconnecter le réseau bridge par défaut sur vos conteneurs, pensez bien. Ou mettez-vous un post-it, parce que moi je l'ai fait, le week-end est passé, je ne comprenais plus pourquoi mon ordi ne marchait plus après. Là, on arrive sur la partie un petit peu velue de la conférence, moi j'ai appelé ça le boss mode. On va parler de capabilities kernel, de namespace, PID, IPC, et d'autres éléments de configuration qui vont nous permettre de vraiment isoler Docker du reste du système. Ne vous inquiétez pas, on va faire des petites révisions avant. Sinon, vous n'allez pas bien comprendre. Même moi, plusieurs fois, je l'ai lu parce que sinon, ce n'est pas possible. En gros, les espaces de nom sont une fonctionnalité du noyau Linux qui partitionne les ressources du noyau de telle sorte qu'un ensemble de processus voit un ensemble de ressources, tandis qu'un autre ensemble de processus voit un autre ensemble de ressources. Voilà, ça permet de partitionner en fait les ressources, ça permet de limiter aussi les accès, etc. On va limiter les accès au namespace du groupe d'un process d'un même namespace. On a des namespaces, alors ça c'est Docker fonctionne comme ça par défaut, qui sont dédiés à chaque conteneur. Les points de montage, le namespace MNT, vous voyez bien quand vous êtes dans votre conteneur, si vous regardez le montage file system, vous avez le root, puis vous avez vos différents volumes. Pareil pour les ID de process. Votre conteneur a son propre jeu d'ID, c'est pas mélangé avec ceux de l'autre. Idem pour les interfaces réseau.
Namespace IPC, très important. C'est pour la communication interprocess. En gros, ça interdit, ça fait de telle façon à ce que votre conteneur Docker ne peut pas aller attaquer des processus de votre hôte. Ça, c'est important à savoir. Namespace UTS que je galère toujours à définir, donc je vous laisserai aller voir la doc sur cette partie-là. Mais on a des namespaces partagés. Le namespace user ID, partage des ID des users. Hein. On s'est tous retrouvés dans cette situation où on avait un certain user à l'intérieur du conteneur, puis les fichiers qui étaient en bind montée, ils étaient avec un autre user, c'était quelque chose d'assez étrange. Voilà, ça faire attention. Pareil pour les C-groupes. Je dis, alors, comme je disais tout à l'heure, on en a parlé un petit peu avant, c'est le même namespace, même si ce sont des contrôle groupes différents. Voilà, laissez-le gérer ça. Et le truc pratique, ils partagent l'heure avec l'autre. Ça, quand même, ça évite de redéfinir l'heure à chaque fois. Vous foutez un serveur NTP dans chacun de nos conteneurs, on ne va pas s'en sortir. Maintenant que les révisions sont faites, donc la règle nous dit chaque conteneur doit être démarré avec les namespaces PID, IPC, UTS distincts de l'autre et des autres conteneurs, et donc sans les options PID, IPC et UTS. En gros, si à un moment où vous dites faire ça, vous leur dites non. On ne fait pas ça. Ça peut arriver pour la partie IPC. Je vous parlais de mon beau-frère tout à l'heure dans la recherche. Quand ils ont des communications à faire en interprocess, parce que on est vraiment couche basse, ça leur est arrivé d'ouvrir ça. Par contre, le risque en faisant ça, c'est que vos conteneurs ce qui tourne dans votre conteneur peut tuer des process de votre hôte. Ce qui est rarement une bonne idée. Donc voilà. Après, faites comme vous voulez. Moi, je ne veux pas, mais libre à vous. La règle numéro 7 nous dit que le service Docker doit être configuré pour démarrer tous les conteneurs avec un namespace user ID distinct de l'autre. Donc là, on sort de la règle nominale, enfin du cas standard. Distinct de l'autre et des autres conteneurs avec l'option UserNS Remap en ligne de commande ou dans un fichier de configuration. Cette configuration doit s'accompagner d'une interdiction de créer un nouveau namespace user ID à l'intérieur du conteneur. On va revenir juste après sur cette règle-là. En fait, ce que ça veut dire, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les namespace user ID de Linux, en gros, il a un espèce de jeu d'ID qu'il peut utiliser au niveau des users, qui va de 0 à je ne sais plus combien, 26 000 et quelques. En gros, on va plutôt aller chercher des ID qui viennent après. Comme ça, on est sûr et certain que les utilisateurs de l'autre ne seront pas mélangés avec les ID d'utilisateurs qui sont dans le conteneur. Ça, c'est très bien d'un point de vue protection. Par contre, dès que vous avez des bind mount et que vous devez manipuler des fichiers qui sont partagés entre conteneurs et comme ça, c'est un petit peu touchy. Voilà. Par contre, c'est une bonne règle. Si vous avez un conteneur qui est autonome, appliquez ça. Ça marche très bien. En gros, on va mapper les ID sur un autre. La règle 7, c'est sur les systèmes Linux à base Debian, la configuration système kernel unprivileged userness clone doit être égale à 0. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que root qui a le droit de créer des namespace user ID, des nouveaux namespaces. C'est la configuration par défaut. Vous ne pourrez pas créer un autre namespace user ID avec un autre utilisateur que root. Laissez cette conf comme ça. N'y touchez pas, sauf pareil, si vous voulez vous amuser à casser des choses, c'est le bon moment. Si malgré tout, vous avez configuré d'un point de vue global Docker pour qu'il y ait un mapping de user ID, vous avez fait un UserNS remap de manière globale, mais vous avez quand même besoin d'avoir un conteneur qui partage les ID d'utilisateurs avec votre hôte, ça peut arriver, on peut avoir besoin. Vous pouvez très bien réutiliser le paramètre UserNS host. Ça va remettre sur une conf standard où il va y avoir un mapping d'ID. C'est pour ça que c'est les règles en moins. C'est bien, mais pas ouf. Voilà. On va passer à la suite. Les capabilities kernel. Ça, je me suis arraché les cheveux avec ça. En gros, c'est des privilèges que le noyau donne à des programmes. En gros, on va dire, noyau Linux va dire, toi, tu as le droit de faire ça, ça, ça et ça. Je vais vous donner des exemples juste après. Ou tu n'as pas le droit de faire ça, ça et ça. Par défaut, voici la liste des capabilities qui sont offertes au conteneur. C'est la configuration de base de Docker. On va en prendre un par exemple, capchon qui permet de changer du coup le propriétaire d'un répertoire ou d'un fichier. 7fcap et 7pcap, ça va être de modifier, travailler avec les fichiers ou avec des processus.
Cette UID-GID, bon, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez parlants. CapNetRo, si je ne me trompe pas, c'est ce qui permet à Docker de se brancher sur les ports réservés de 0 à 1024. Je ne sais même pas s'il y a un port 0. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et ça, c'est pareil. Sur certaines versions Linux, alors je ne sais plus lesquelles, cette capability n'est pas offerte nativement. Des fois, il y a besoin de l'activer. Bref, voilà. C'est tout un tas de petites choses. Le capkill est très sympa. Hein, vous permettez à vos conteneurs de tuer des trucs. Voilà. Ça, c'est ce qui est offert par défaut. Donc, comme vous voyez, par défaut, nos conteneurs, ils ont quand même plein de possibilités, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, la règle 8 nous dit chaque conteneur doit être démarré sans aucune capability, avec l'option cap drop all. En gros, votre conteneur ne peut absolument plus rien faire. Ça marche avec certains outils. Nginx, par exemple, si vous gérez bien les logs, fonctionne avec un cap drop all. Pas besoin d'aller plus loin. Les bases de données, c'est une autre histoire. Mais Nginx, ça marche. Et donc, il y a 8-. Ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va faire un cap drop all et après on va rajouter les capabilities une par une. C'est du die and retry, clairement. Moi, j'ai passé quelques mois à lancer des conteneurs avec un cap drop all, lire les logs de pourquoi ils ne démarraient pas et trouver la capability qui va bien avec. Autant vous dire que ça, je l'ai gravé dans le marbre maintenant pour certains outils. Il n'y a pas de recette magique aujourd'hui pour trouver les bonnes capabilities. En plus, il n'y a pas de documentation. Le seul outil que j'ai trouvé qui m'a filé l'info des capabilities nécessaires, c'est SonarQube. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Sonar, ils ont fait cet effort-là en tout cas. Là, il faut tester le service jusqu'à ce qu'il fonctionne correctement. Donc voilà. Alors, il y a eu des petites blagues avec GitLab, parce que GitLab démarre très bien quand il manque 2-3 capabilities, mais il est très lent. Et du coup, en fait, il faut aller bien lire les logs après pour trouver ce qu'il n'arrive pas à faire et rajouter au fil de l'eau. Voilà. L'objectif de tout ça, c'est de restreindre au maximum en fait, les interactions que les conteneurs peuvent avoir avec le système. Là, on est vraiment descendu bas, on est au niveau des capabilités, on est au niveau du kernel Linux. Comment est-ce que notre conteneur peut interagir avec tout ça? Et là, on va chercher à tout cloisonner. On va finir avec les règles. La dernière était sympa. Revenons un peu à notre infra. Comment est-ce qu'on va appliquer toutes ces règles? Parce que là, je ne vais pas juste vous dérouler la liste des règles entières ou faire « Salut, débrouillez-vous ». Et est-ce qu'on a respecté toutes les règles? Ben non. Non, il y en a qu'on n'a pas pu appliquer. On va aller voir après lesquelles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur notre infra, on fonctionne avec du Packer, du Terraform et du SaltStack. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas SaltStack, c'est un vieux concurrent de Ansible, Chef, Puppet, en gros, tout ce qui est provisioning. Dans l'entreprise de chez mon client, on utilise toujours ça. N'utilisez pas Salt. Ce n'est plus très maintenu. Mais au moins, voilà, ça fait le job encore aujourd'hui. Donc, on s'est quand même servi de tous ces outils-là pour essayer d'automatiser au maximum l'application de ces règles-là. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a pu appliquer? La règle R3 et la règle R7+. En gros, les configuration directement liée à la VM et à l'installation de Docker. Donc ça, c'est directement dans les images Packer, enfin nos ISO en tout cas de base, où il y a cette interdiction de connexion. Quand on crée nos images, dedans, il y a le bridge 0 est désactivé. Et pour la règle R7+, donc je vous avais dit, on s'assure juste que la conf est bien mise. On a fait le truc. Honnêtement, je ne suis pas sûr que c'était nécessaire de juste rajouter un contrôle pour ça, mais c'est fait. Les règles globales non appliquées, en gros qu'on aurait pu, mais qu'on n'a pas fait. Dédier un namespace user ID pour chaque conteneur. Parce que, comme je vous ai dit, nous, on est sur de la VM. On est malgré tout sur une infra. On a du Docker Compose sur de la VM. Il y a du partage de fichiers. Pour les confs, il y a des modifications qui se font directement. Bref, on avait besoin de pouvoir manipuler les fichiers qui étaient bind montés dans les conteneurs directement à partir de l'autre. Donc là, c'est trop compliqué de ne pas avoir les mêmes user ID. Et ça nous permet aussi de faire de la collecte de logs. Parce que du coup, on monte nos logs directement sur les VM dans certains cas.
parce que des fois on n'a pas le choix, et c'est Filebit qui vient chercher tout ça et qui le renvoie, mais c'est un autre sujet de conf. Après, il y a des règles qui sont à appliquer spécifiquement à chaque outil. Alors ça, ces applications-là, on va les faire au niveau du fichier Docker Compose. C'est le fichier Docker Compose qui va maintenir toutes les règles spécifiques à chaque outil, qui est donc déployé par SaltStack, et c'est au cas par cas. Et c'est pour ça que ça a pris quelques temps quand même, pour tous nos outils, de refaire toutes les confs, de tout revoir, réisoler les réseaux, etc. Et comme je disais, il y a assez peu de doc avec tout ça. Malgré tout, la limitation des ressources, ça on l'a fait partout. CPU RAM, laisser groupe spécifique, voilà, on ne l'a pas fait. C'est facile à mettre en place. Il y a besoin de l'ajuster à l'usage par contre. Typiquement, un ELK, quand on déploie un Elasticsearch, tu mets quoi? Je sais pas, mais 50% du CPU, on verra après. Voilà, on ajuste ça avec le temps, mais c'est assez facile à gérer. Sur la partie accès FS et permissions, ça a été assez facile pour nous au final, parce que isoler les systèmes sensibles des fichiers de l'hôte, donc la règle numéro 1, on n'a pas de raison de monter les répertoires de base de l'OS dans nos conteneurs. Si vous avez besoin de faire ça, posez-vous la question de pourquoi, 5 fois. Pour ceux qui connaissent la règle des 5 pourquoi, c'est un bon moment de l'utiliser. La R2, restreindre l'accès au périphérique de l'hôte. Nous, on n'avait pas de besoin spécifique d'aller attaquer des parties de notre hôte qui étaient particuliers. La règle 14, créer un système de stockage pour les données persistantes ou partagées. On fait des bind mounts pour la conservation des fichiers. Après, on a tout un système de stockage, etc. Donc voilà, on a bien nos fichiers qui sont sur notre hôte, qui ne restent pas dans nos conteneurs, etc. Et la règle 15, restreindre l'accès au répertoire et aux fichiers sensibles. Pareil, on n'avait pas besoin de faire des accès particuliers. Donc voilà. Le petit piège, le Docker in Docker. On est sur une forge logicielle malgré tout. Donc on a besoin de faire des constructions. On fait des constructions d'images Docker. Sauf que pour faire du Docker in Docker et du build, il faut les accès privilèges. Et bon, on n'a pas utilisé ça, on a utilisé Canico. Comme ça, on a éludé le problème. Beaucoup plus pratique. Sur les accès FS et permissions, donc deuxième partie, qu'est-ce qu'on n'a pas appliqué? La règle 12, restreindre en lecture seule le système de fichiers racines de chaque conteneur. Il n'y a aucun outil là-dedans qu'on a développé nous-mêmes. Et mettre GitLab en read-only ou Artifactory en read-only, bon courage. Essayez, envoyez-moi ça quand vous aurez fini votre thèse. Voilà, ça on ne l'a pas fait. Ce qu'on a fait partiellement, créer un système de stockage pour les données non persistantes, donc c'est monter en TempFS les répertoires de cache, on l'a fait sur les répertoires de cache qu'on connaissait. Voilà, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que ça. Malgré tout, on a eu des gains de perf. Et ça, c'était intéressant. Et c'est vrai que ça a moins bouffé notre espace disque. Par contre, il a fallu qu'on augmente la RAM de nos VM. Parce que quand GitLab commence à écrire des caches, voilà. Et j'adore GitLab. Hein. Pensez pas que j'aime pas l'outil. Hein. C'est juste que c'est lui qui a été le plus retors. La règle R12-, c'est limiter l'écriture de l'espace de stockage de chaque conteneur. En gros, de rajouter la configuration storage OPT, c'est trop compliqué pour le coup. Ça demande une maîtrise de l'espace nécessaire pour chacune des applications. Et entre guillemets, on n'avait pas forcément le besoin, parce que nous, on avait un outil par VM. Donc, en gros, on aurait pu mettre un storage OPT avec la valeur maximum du disque. Mais voilà, ça, on ne l'a pas fait. Et la R12-, qui est limiter l'écriture de l'espace de stockage de l'ensemble des conteneurs. Ça, on ne l'a pas fait non plus, parce que comme je le disais, nos VM ne servent qu'à faire tourner des conteneurs. Et une seule à chaque fois, enfin une seule. Un jeu, mais avec un seul outil, donc pas forcément nécessaire non plus. Sur les logs, qu'est-ce qu'on a fait? On a redirigé tous les... Alors les RCS, c'est utiliser les log drivers pour renvoyer tout ça. Ça, on l'a mis en place sur absolument tous nos conteneurs. Tout part dans une stack ELK. Tous les log drivers. Par contre, ce qu'on n'a pas appliqué, c'est celle de faire gérer les logs par les applications, tout simplement parce qu'il y a des applis qui ne le permettent pas, qui font de l'écriture dans du fichier et tu n'as pas le choix. Donc c'est aussi pour ça qu'on a les bind mounts. Donc voilà, si c'est nous qui avions développé les applis, peut-être qu'on l'aurait mis en place. Là, on est dépendant du fournisseur de l'application. Et la gestion des logs, comme je disais, de toute façon, c'est un sujet complètement à part entière.
Au niveau du réseau, les R4 isolaient l'interface réseau de l'hôte. On n'a pas eu besoin d'utiliser le réseau de l'hôte. Donc on ne s'est pas embêté. Et R5, les réseaux spécifiques, hein, vous rappelez le schéma, communication back, machin, ça on l'a fait. C'est très long, très très long. Surtout quand on a des outils comme Artifactory qui arrivent avec leur propre Docker Compose déjà fait, mais qui n'ont pas fait ce travail-là. Ce qui veut dire qu'il faut regarder comment fonctionne chacun des conteneurs pour déterminer la communication qu'il y a entre eux. Donc des fois, on mettait des réseaux, puis ça ne marchait plus, puis on va peut-être essayer de rajouter ce conteneur-là, on va voir si ça marche mieux. Bref, c'est un peu die and retry. Ça, c'est plus long à faire que compliqué. Mais il faut tout redéfinir à chaque fois. Voilà, ça demande un peu de travail. Sur la partie difficile, ce qu'on n'a pas touché, c'est les règles sur les namespaces. On n'y a pas touché parce que la configuration de base, elle est bonne. Donc on n'a pas branché de PID, on n'a pas partagé les namespaces qui n'étaient pas prévus. Voilà, ça, on a laissé ça tranquille. Et ce qu'on a appliqué, par contre, c'est la règle sur les capabilities. C'est ce qu'il y a de plus long avec la partie configuration réseau à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait un cap drop all, et puis après, on voit comment ça se passe. Faut bien lire les logs. Si vous vous lancez là-dedans, vous ne dites pas, c'est parce que mon service a démarré que j'ai trouvé les bonnes capabilities, suivez-le dans le temps. Sinon, vous allez avoir des surprises. Et comme je disais, il n'y a pas de doc. Donc, pour récapituler, alors je ne vous ai pas mis tous les outils, hein, ça donne à peu près ça, la liste des règles appliquées. Comme on a pu le voir, hein, on a des règles qui sont beaucoup plus simples à appliquer que d'autres. Il y en a où on a abandonné, clairement, parce que c'est trop compliqué. Il manque quelques outils, mais voilà, c'est histoire de vous donner un petit peu une idée là-dessus sur tout ça. Là, je vous ai mis un petit exemple des configurations que ça pouvait donner avec un fichier Docker Compose. Alors, si j'arrive à retrouver ma souris, on voit qu'on rajoute quand même pas mal de petites choses. Sur notre définition, volume environnement, hein, je ne vous ai pas fait l'affront de rajouter ça, de toute façon ça ne sert à rien. Par contre, on voit qu'on redéfinit bien les networks. Sur la configuration du logging, du coup ça se fait comme ça, en sachant que la configuration du login, nous on l'a fait fichier Docker Compose par Docker Compose, mais vous pouvez très bien le faire au niveau du démon Docker, si je ne me trompe pas. Ce qui vous permet de vous éviter ça. Voilà. Petite subtilité sur le logging que j'ai oublié de vous dire. Nous, on utilise, là c'est du JSON file, mais nous on utilise du Guelph. Guelph, donc en gros, on vient définir l'input de notre logstash. Si au démarrage du conteneur, Docker n'arrive pas à contacter logstash, le conteneur ne démarre pas. Donc ça veut dire que si votre système de collecte de log ne fonctionne pas, vos conteneurs ne démarreront pas de toute façon. Vigilance avec ça. Ça nous est arrivé, on ne comprenait pas pourquoi les systèmes ne fonctionnaient plus, c'était le logger qui était par terre. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend de qui gère l'infra. Mais voilà. Alors ça, c'était ulimit, je ne me rappelle même plus. Ça, c'est des limitations au niveau des accès disques. C'est au niveau des inodes. On peut faire des limitations de ce type-là. Et vous voyez, CPU personne, ça c'est très rapide à ajouter et ça va vous sauver la vie dans plusieurs situations. Et après, voilà. Les fameux cap drop, on rajoute ça à la mimine, petit à petit. Donc là, pour Artifactory, si je vous partage les slides, vous aurez les bonnes capabilities pour Artif. Et puis, pour terminer, hop, au niveau des configurations des réseaux, donc il y a deux choses qui sont intéressantes. On reste sur des réseaux bridgés. Dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément besoin de changer. Peut-être sur les overlays, mais je n'ai pas étudié le sujet. Et vous avez ce petit mot-clé internal qui fait que vous êtes vraiment isolé du reste. Par contre, attention, si vous utilisez internal, il n'y aura plus d'accès à Internet non plus. Parce que vous ne pourrez pas sortir. Pensez-y bien aussi quand vous faites ces configurations-là. Ah, on a failli oublier des conteneurs. Les conteneurs de GitLab CI, forcément, on est dans des runners. On tourne sur de GitLab CI. Nous, nos runners sont des runners Docker. Et bien là, on a refait les mêmes confs, mais dans les fichiers config.toml qui permettent de configurer les runners. Alors, on a appliqué à peu près les mêmes règles de sécurité, pas les capabilities, parce que du coup, vu que chaque image pour chaque job peut potentiellement être différente, on s'est dit, vas-y, laisse tomber, de toute façon, on n'en pouvait plus. Bref,
Mais on a quand même limité des petits trucs. Quand même. On a failli remettre des trous de sécurité là-dedans. On y a pensé au dernier moment. Du coup, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a enfin, avec toutes ces règles, réussi à sécuriser nos conteneurs et sécuriser notre infra? Vous vous en doutez, pas du tout. La seule chose qu'on a fait, en fait, c'est que on a limité l'influence que les conteneurs peuvent avoir entre eux et avec l'autre. C'est déjà pas mal. Via les différents moyens qu'on a vus, revue des configurations par défaut du démon, limitation des consommations de ressources, isolation et indépendance maximum des communications au réseau, et puis des commandes système que les conteneurs peuvent faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout le reste. Il faut sécuriser le build, il faut sécuriser les applications, il faut sécuriser le réseau en soi, il faut sécuriser l'infra. Il y a encore du taf, mais déjà là, on a déjà pas mal avancé. Je vous remercie. Je vous ai mis un petit QR code ici, c'est pour donner vos feedbacks sur les conférences, et puis aussi pour celle de ce matin, si vous avez des choses à dire. Donc voilà. Et puis si vous avez des questions, il nous reste encore à peu près 5 minutes. Merci beaucoup tout d'abord. J'ai une question en fait par rapport aux capabilities. Tu as dit que tu as fait un travail pour identifier celles qui étaient requises ou non. Est-ce que tu comptes open sourcer ça et le rendre public puisque c'est difficile à trouver comme information? Ça fait partie d'un des sujets que j'essaie d'adresser. Il faut que je vois avec mon client aussi. Parce que du coup, voilà, histoire de propriété, etc. Mais j'aimerais bien. Je vois plusieurs têtes qui font oui. Merci. J'avais une autre question aussi. Est-ce que dans le guide ou bien dans ce que vous avez fait par rapport à ça, il y avait des choses relatives à AppArmor ou SE Linux pour aussi filtrer au niveau des syscalls qui sont utilisés dans les containers? Alors, sur le guide, ils en parlent un petit peu de SE Linux. Après, nous, on était sur du... J'ai pas adressé le sujet des firewalls internes et des trucs comme ça. Mais... par défaut, il y a pas mal de... Typiquement, les capabilities, les isolations réseau, tu pourras faire ce que tu veux, même si tu as un SE Linux, un AppArmor, tu auras les mêmes problèmes. Bonjour et merci encore une fois pour la conf. J'en ai juste une question, c'est par rapport à la règle l'AR7. J'ai noté le numéro. Pour restreindre les namespaces, pour que ce soit que root qui puisse créer des namespaces, je me posais la question de la compatibilité de cette option avec le côté Docker rootless. Docker en rootless. Je ne sais pas. Honnêtement, c'était le piège. Je n'ai pas encore jeté un coup d'œil à tout ça. Ok, merci. Dans le rapport de l'ANSI, c'est ça, quelque chose par rapport au fait que Docker gère lui-même les ouvertures de flux sur le pare-feu? Pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout dans le rapport de mémoire. C'est qui lui... Si, ils en touchent peut-être 2 mots quand ils parlent de SE Linux, ceci dit. Ce serait à revérifier. Je peux encore. Deuxième question, c'est par rapport justement au réseau par défaut, au réseau par défaut que va créer Docker si on ne lui dit pas le contraire. Docker Compose ne le fait pas. C'est bien ça? En fait, par défaut, Docker vient créer le réseau bridge sur lequel il va brancher tous les conteneurs quand on fait un Docker run. Donc voilà. Docker Compose, en tant que bonne surcouche de Docker, va en fait, lui, recréer un network Docker. Et du coup, il va brancher tous les conteneurs sur ce network-là. Donc tu vas quand même créer un seul network pour tous les conteneurs de Non. Docker? Non. Docker Compose va créer un network par fichier, en fait. Oui, c'est bien ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait un Docker Compose up, etc., exactement. on a tout à la fin created network en fonction du nom du... C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous avez besoin de faire communiquer 2 Docker Compose, vous devez soit créer le réseau à la main, soit vous en laissez un faire le boulot et vous assigner sur l'autre.
C'est le comportement par défaut. Par c'est contre, bien, en Docker pur, ouais, il va tout brancher sur le réseau, le bridge, le D'accord. Docker 0. Et dans les restrictions justement du network, si l'accès à l'hôte, c'est bien quand on essaye depuis l'intérieur de taper sur l'IP de l'hôte. Non, Restreindre l'accès à l'hôte. sur la partie restriction de ne pas brancher, d'utiliser le network host, Oui. en fait, Docker a par défaut le réseau bridge, où il a son propre réseau interne. Si on branche le conteneur sur le réseau host, en fait, c'est comme si le conteneur, c'était comme si le process tournait directement sur l'hôte, comme s'il n'était pas encapsulé d'un point de vue réseau. D'accord. Il n'y a pas besoin de faire de mapping de port et tout ça. C'est vraiment, on se met au même niveau que l'autre. Mais ça, c'est pour le privilégié. C'est pour le privilégié, ça. Non, c'est pas en privilégié. C'est pas en privilégié, Non. Ça marche pareil, d'accord. Le côté privilégié, c'est vraiment pour les accès à des parties du système qui sont naturellement bloquées. /dev, /mnt, il y a 2-3 parties. Les sockets sont bloqués par défaut. C'est pour ça qu'il faut mettre le privilège quand on est sur du Docker in Docker. Voilà. Privilège, c'est vraiment des accès à des systèmes du fichier qui sont très particuliers. La partie réseau, c'est autre chose. Merci pour ce retour d'expérience. On n'a pas parlé de temps. Quel est le temps nécessaire pour maîtriser cette expertise ? Alors le maîtriser, je pense que même si je l'ai fait, c'est encore un peu compliqué. En plus, il y a besoin de... Je suis un utilisateur de Linux depuis très longtemps, mais aller taper dans le kernel, j'avais jamais fait. Je suis pas un geek qui s'amuse à recompiler le noyau. Je suis vraiment un utilisateur. Donc, pour moi, où j'ai eu pas mal de choses à réapprendre, en gros, quand on a commencé ce chantier-là, entre le moment où, entre guillemets, on s'est dit on va attaquer la sécurisation et le moment où on a eu un truc fonctionnel, il a fallu quasiment 2 mois. Parce que là, il y a une partie des outils, il y en a d'autres derrière, et puis le fait que tout fonctionne, etc. Ouais, il faut compter à peu près ça. Je pense qu'aujourd'hui, je mettrai moins de temps, mais par contre, il y a du temps incompressible. Typiquement, toute la partie gestion des réseaux, raccordement et tout ça, ça c'est incompressible. La partie capabilities, autant si c'est les mêmes outils, ça va aller, autant si c'est d'autres outils, il va falloir que je me ramuse à faire du die and retry. Voilà. Après, tout le reste, tout ce qui est limitation de consommation et tout ça, c'est des choses qui, au final, généralement, on ne fait pas parce qu'on a la flemme de le faire. Mais on sait qu'on peut le faire. Donc voilà. Il faut compter, je pense, 2 mois pour lancer ça. Eh ben, merci à vous. Vous étiez nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et en espérant que ça vous ait plu.